Alors, j'aborde la séquence 2 qui se rapporte au protocole de l'immunocytochimie. Alors, qu'est-ce que comment on va réaliser cette immunoréaction? On a dit que les trois composantes de l'immunocytochimie, c'est la coupe de tissu, c'est l'anticorps et le marqueur. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a vu comment il faut avoir l'anticorps. Alors, maintenant, j'ai une coupe de tissu qui contient une molécule X que je veux identifier parce que là, l'intérêt de l'immunohistochimie, elle va m'identifier le composé chimique d'une cellule dans une coupe de tissu. D'accord? Donc, pour cela, il faut que je fasse fabriquer des anticorps que je connais. Par exemple, ça m'intéresse d'identifier les cellules ou de localiser les cellules qui contiennent, par exemple, de l'ocytocine, eh bien, il faut fabriquer des anticorps au préalable, il faut fabriquer des anticorps anti-ocytocine. Si je veux détecter les cellules à vasopressine, il faut que je fabrique des anticorps anti-vasopressine. Si je veux détecter les neurones à sérotonine, il faut avoir fabriqué des anticorps à sérotonine. Donc, il faut d'abord fabriquer, ça maintenant vous savez. Eh bien, comment je vais faire? Je vais d'abord prendre l'antigène X qui m'intéresse. Donc, par exemple, je vais détecter disons, la vasopressine qui est contenue dans les cellules. Il faut que je dispose de la vasopressine synthétique ou extrait naturel. Alors, cet antigène X, cette vasopressine, sérotonine, etc., je vais l'utiliser pour immuniser un animal pour faire fabriquer des anticorps anti-X. On a vu procédure. Donc, j'ai l'antigène, je l'injecte chez l'animal hôte, il va me fabriquer des anticorps anti-X. Ensuite, de l'autre côté, il faut que je prépare mon tissu. Donc, maintenant, je vais voir où se localisent les neurones à vasopressine dans le cerveau. Je vais faire des coupes de cerveau passant par l'hypothalamus et je vais donc faire après agir ces anticorps sur, donc voilà, j'ai la coupe sur une lame d'histologie. Après, je vais faire agir l'anticorps sur la coupe de tissu. Je vais euh, mettre en contact la coupe avec la solution d'anticorps anti-X. Donc, j'applique l'anticorps anti-X sur sur ma coupe de tissu. Alors, si l'anticorps anti-X trouve l'antigène spécifique, parce que c'est une réaction immunologique qui est, qui est spécifique, eh bien, j'aurai la fabrication de complexes X anti-X, c'est-à-dire l'antigène X, l'anticorps anti-X. D'accord? Alors, donc, j'aurai un complexe X anti-X dans la coupe de tissu. Alors, voilà, donc un antigène qu'on aura synthétisé, à partir duquel je fabrique un anticorps anti-X. Ensuite, je vais détecter le X du tissu, de la coupe de tissu, détection d'antigène X intratissulaire en appliquant l'anticorps anti-X. Et ensuite, bien sûr, vous voyez, on a dit que la liaison antigène-anticorps n'est pas visualisable sous microscope et n'est pas repérable. Il faut, bien sûr, utiliser un marqueur pour pouvoir révéler ce qu'on appelle la révélation de la réaction antigène-anticorps, c'est-à-dire révéler cette liaison complexe X anti-X, la liaison X anti-X, c'est-à-dire la liaison par exemple vasopressine, anti-vasopressine. Donc vous voyez, pour détecter un antigène dans une coupe de tissu, il faut avoir préalablement préparé un anticorps à partir de la même molécule mais synthétique. Alors, comment justement on va révéler cette liaison, comment on va visualiser cette liaison X anti-X au microscope? Donc, on va voir le mode de révélation de la liaison antigène-anticorps en immunocytochimie. Alors, et bien sûr, je vais parler plutôt de l'immunoréaction ou du mode de révélation indirecte, c'est ce qui est d'usage actuellement. Il y a aussi l'immunoréaction directe, comme je vous ai montré au départ, c'est-à-dire on marque directement l'anticorps primaire avec le marqueur. Alors cette méthode, on l'abandonne, on va procéder autrement en utilisant une immunoréaction dite indirecte, c'est-à-dire qu'on ne va pas marquer l'anticorps primaire spécifique de l'antigène, mais on va marquer d'autres anticorps consécutifs. Donc la technique la plus courante, ce qu'on appelle l'immunohistochimie indirecte, elle se réalise en plusieurs étapes. Alors l'anticorps primaire est révélé par un anticorps dit secondaire qui porte le traceur.
Alors voilà donc comment on va procéder généralement. Donc, j'ai ma coupe de tissu, d'accord, qui contient l'antigène. Alors pour détecter, j'ai un antigène que je veux voir sur une coupe de tissu, sous microscope. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir préparé un anticorps anti-antigène. L'antigène X, il faut que je fabrique des anticorps anti-X. Alors cet anticorps, on l'appelle anticorps primaire. Ça, c'est la première étape. D'accord? Alors, donc, l'anticorps primaire, c'est quoi? Donc, en fait, c'est des immunoglobulines que j'aurais fabriquées généralement chez le lapin. D'accord? Donc, l'anticorps primaire, par exemple, je veux détecter ou je veux visualiser la sérotonine dans les cellules d'une coupe de cerveau, eh bien, il faut que j'utilise des anticorps anti-sérotonine que j'aurais fabriqués chez le lapin. Donc, j'ai les immunoglobulines anti-sérotonine. Lorsque je les applique sur la coupe, ils vont se fixer forcément à la sérotonine, contre lesquelles ils ont été fabriqués. Alors, bien sûr, cet anticorps, il n'est pas marqué, le révélateur n'est pas accroché à cet anticorps, mais je vais me servir d'un deuxième anticorps que je vais accrocher sur cet anticorps primaire, qu'on appelle anticorps secondaire. Et sur cet anticorps secondaire que je vais accrocher le traceur. Alors, comment on fabrique cet anticorps secondaire? Bien sûr, il faut qu'il y ait une reconnaissance immunologique entre les deux anticorps. Sinon, ils ne peuvent pas se reconnaître. La reconnaissance immunologique, comment on peut la voir? Alors, pour fabriquer ces anticorps, ce qu'on appelle les anti-IgG de lapin, ça veut dire qu'on a pris des immunoglobulines, donc un sérum de lapin, qui contient des IgG, donc les IgG de lapin, on les a injectés chez une chèvre, et on a dit que les IgG, c'est quelque chose de spécifique pour chaque espèce, donc c'est quelque chose de propre à chaque espèce. Donc les IgG de lapin ne sont pas les mêmes que les IgG de chèvre. Lorsque j'injecte des IgG de lapin chez la chèvre, eh bien la chèvre, elle va reconnaître ces IgG comme un corps étranger. Elle va commencer à fabriquer des anti-IgG, des anti-IgG de lapin. D'accord? Alors, et ces anti-IgG, bien sûr, ils vont pouvoir reconnaître spécifiquement l'IgG de lapin. Et d'ailleurs, vous voyez que l'anticorps, ces anti-IgG, ils sont capables de se fixer sur quelle partie de l'IgG de lapin? Eh bien, sur la fraction constante qui est caractéristique de l'espèce. C'est grâce à laquelle la chèvre a pu produire des anti-IgG de lapin. Voilà. Donc, après, je vais prélever le sérum de la chèvre dans lequel j'aurai les anti-IgG de lapin. Lorsque j'applique cette solution d'anti-IgG euh, sur une coupe, voilà, sur une coupe qui a concentré les IgG de lapin, eh bien, la reconnaissance va se faire, il va se fixer. Donc, l'anti-IgG va se déposer sur l'IgG de lapin, lui-même qui s'est déposé sur l'antigène. Donc, j'ai le dépôt de l'antigène sur le dépôt de l'anticorps primaire sur l'antigène, et ensuite, j'aurai le dépôt de l'anticorps secondaire sur l'anticorps primaire, et c'est celui-là sur lequel je vais fixer généralement une fixation chimique d'une molécule qui est repérable sous microscope, qui est colorée, qui donne un précipité coloré sous microscope. Donc là, chaque fois que j'ai cette cascade d'anticorps déposée sur l'antigène, eh bien, j'aurai aussi le dépôt du traceur qui est repérable sous microscope. Donc, j'aurai un dépôt coloré sous microscope. D'accord? Donc, cette immunoréaction se fait en deux étapes. Après la préparation du tissu, j'applique une solution d'anticorps primaire spécifique de l'antigène et ensuite une solution d'anticorps secondaire qui est spécifique de cet anticorps primaire. Et c'est lui qui est marqué et j'aurai le dépôt de ce traceur sur la coupe de tissu. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme traceur ou marqueur? Donc, on peut parler de marqueur ou de traceur. On peut utiliser ce qu'on appelle des marqueurs fluorescents, d'accord? Alors, ces marqueurs fluorescents, c'est des marqueurs qui ont la particularité de fluorescer, de émettre une lumière colorée, qui peut être soit une lumière verte, donc qui apparaît sous le microscope sous lumière verte, rouge, ou, etc., bleu, jaune, etc., ce qu'on appelle les marqueurs fluorescents. Là, je cite deux exemples comme le phytC, la fluorescéine, et le tritC qui fluoresce en vert sous microscope, et le tritC qui est la rhodamine qui fluoresce en rouge. Donc, sous microscope optique, celui-là, il apparaît rouge, et celui-là, il apparaît
vert. Voilà. Donc, je peux utiliser des marqueurs fluorescents pour détecter cette immunoréaction. Alors, lorsque j'utilise des marqueurs fluorescents, on parle de la technique d'immunofluorescence. Donc, la technique d'immunofluorescence, c'est une immunocytochimie qui utilise comme marqueur un marqueur fluorescent qui fluoresce sous microscope. Il suffit de disposer, bien entendu, d'un microscope à fluorescence qui va me permettre justement de recueillir une lumière de différentes couleurs qui est émise, qui est dégagée, qui est émise à partir de ce traceur, ce marqueur fluorescent. Ou alors, je peux utiliser des enzymes spécifiques. Donc, soit j'accroche un marqueur fluorescent à l'anticorps secondaire, ou je peux accrocher une enzyme spécifique. Alors, l'enzyme qui a été le plus utilisée dans les immunoréactions, ce qu'on appelle la peroxydase de Rayford ou HRP. D'ailleurs, qu'on peut utiliser, disons qu'on peut détecter aussi bien en microscopie optique qu'en microscopie électronique. Alors, lorsque j'utilise une enzyme pour détecter une réaction immunohistochimique, on parle cette fois-ci d'immunoperoxydase. Donc, l'immunoperoxydase, c'est l'immunocytochimie qui utilise comme marqueur une enzyme spécifique qui peut être la peroxydase de Rayford ou alors la phosphatase alcaline. Donc là, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les techniques immunoenzymatiques. Je peux encore utiliser, ou alors je peux utiliser des particules métalliques. Des particules donc métalliques qui sont par exemple au microscope électronique, qui sont denses aux électrons, c'est-à-dire ils apparaissent au microscope électronique sous la forme d'un précipité noir, de la même manière que pour le microscope optique. Donc ces particules métalliques apparaissent sous forme d'un précipité noir au microscope optique et aussi un précipité noir qui est dense aux électrons en microscopie électronique. Alors, comme exemple de particules métalliques, on peut utiliser ce qu'on appelle la ferritine ou encore l'or colloïdal. Alors, il faut savoir que ces particules diffèrent dans la taille des grains qu'ils contiennent, en fait, parce que ça apparaît sous forme de grains noirs sous microscope, et ces grains sont plus ou moins gros. Donc, c'est la taille, le diamètre de la particule métallique qui peut changer d'une molécule à l'autre. Alors donc, quel que soit le marqueur que j'ai utilisé, donc, quel que soit le marqueur, eh bien, le marquage va être déposé, localisé à l'endroit où se trouve l'antigène. C'est-à-dire après avoir fait les étapes, les unes après les autres, la dernière étape, il y a le marqueur. Donc, lorsque le marqueur est fixé sur la coupe de tissu, eh bien, ça veut dire que j'ai une immunoréaction, ça veut dire que là, à ce niveau-là de la coupe, j'ai l'antigène qui est présent. Par exemple, et à côté, il n'y a pas l'antigène, eh bien, il n'y aura pas la réaction. D'accord? Donc, j'aurai le marquage juste à l'endroit où les cellules concentrent cet antigène, c'est-à-dire qu'ils ont réagi à ces anticorps et qui concentrent ce marqueur de traceur. Alors, je reviens sur cette enzyme qui est très importante, qui a vraiment été d'une utilité importante dans l'histoire de l'immunohistochimie, en particulier au niveau cérébral, au niveau neuronal. Alors, la peroxydase, comme je l'ai dit, c'est une hormone abrégée par la HRP. C'est une glycoprotéine végétale de poids moléculaire de 40 000. Alors, la HRP qui se lie au tissu, en fait, elle se combine avec son substrat spécifique qui est l'H2O2, c'est-à-dire l'eau oxygénée. Donc, je vais vous montrer un peu le principe, comment on détecte l'activité, parce que l'enzyme, elle aussi, elle n'a pas de couleur. Donc, lorsque l'enzyme est fixée, on la fixe à l'anticorps secondaire, elle n'a pas de couleur. Mais l'enzyme, en fait, elle a une activité. Et c'est cette activité qui va me donner quelque chose de coloré que je vais pouvoir visualiser sous microscope. Donc, la HRP liée au tissu, elle va se combiner avec son substrat spécifique l'oxygéné. Donc, l'HRP plus l'oxygène H2O2 va me donner un complexe HRP H2O2. Donc, ça veut dire que dans le milieu, sur la coupe, il faut qu'il y ait de l'eau oxygénée, de l'H2O2, d'accord, pour que le complexe puisse se former. Ce complexe, ensuite, il peut oxyder un grand nombre de chromogènes, qu'on abrège CHR. Alors, ces chromogènes qui sont en fait des donneurs d'hydrogène. Alors, voilà comment ça se passe. L'HRP liée à l'oxygéné, en présence
de son substrat chromogénique, le chromogène qui est porteur d'hydrogène, eh bien, ce chromogène va être oxydé, il va libérer son oxygène, il va libérer ses hydrogènes et ça va m'hydrater l'HRP. Donc, j'aurai comme produit de réaction le chromogène oxydé plus l'HRP, d'accord? Et puis plus 2 molécules d'eau. Donc, pour le chromogène, bien sûr, oxydé, il va être coloré. Donc, il va avoir une couleur. Donc, chaque fois qu'il y a, là où il y a le dépôt du chromogène, de l'HRP, et si je donne à cet HRP son substrat chromogénique et de l'oxygéné, eh bien, le chromogène va s'oxyder, il va se déposer il va précipiter à l'endroit où il y a l'enzyme. Donc, j'aurai un dépôt coloré à l'endroit où il y a l'antigène qui a été détecté. Voilà. Alors, les chromogènes, il y a différents types de chromogènes qu'on peut utiliser, qui ont été mis en évidence. Alors, il y a des chromogènes de différentes qui, une fois oxydés, vont me donner des couleurs différentes. Alors, par exemple, on peut utiliser la diaminobenzidine ou DAB et la tétraméthylbenzidine, qui en fait, lorsqu'ils sont oxydés par l'enzyme HRP, ils vont me donner un précipité marron. Je peux utiliser comme chromogène l'aminoéthylcarbazole, le C. À l'état oxydé, il me donne un précipité rouge. Je peux utiliser le chloronaphthol oxydé par l'enzyme, il va me donner un précipité violet. Donc, ces chromogènes qui sont colorés à l'état oxydé vont précipiter. Donc, ils vont se déposer à l'endroit où il y a l'enzyme. Et là, l'endroit où il y a l'enzyme, il y a aussi l'antigène. Donc, ces chromogènes précipitent, ce qui permet, par conséquent, de visualiser le produit de la réaction et d'en déduire la localisation de l'enzyme HRP, la localisation de l'enzyme, et donc de l'antigène recherché, comme je viens de vous le décrire. Alors, je résume. Donc, voilà les étapes. J'ai une coupe de tissu qui contient, que je soupçonne contenir, donc je me dis, peut-être il y a l'antigène tel dedans, donc il faut fabriquer des anticorps anti-antigènes. Donc, en première étape, j'applique l'anticorps primaire anti-antigène. S'il trouve l'antigène, il va se fixer. Ensuite, j'applique un deuxième anticorps secondaire qui est spécifique de l'anticorps primaire et qui lui est porteur du marqueur l'enzyme. Donc, j'accroche l'enzyme à l'anticorps secondaire. Et en troisième étape, donc après l'anticorps, bien sûr, l'HRP va se fixer, mais l'HRP n'a pas de couleur. Il faut que je lui donne une solution de son chromogène plus l'oxygéné. Alors, si le chromogène avec l'oxygéné trouve l'HRP sur la coupe de tissu, il va s'oxyder et il va précipiter à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit où il y a l'antigène. Donc, je vais pouvoir dire que cette cellule qui a réagi à l'anticorps X, c'est une cellule qui contient l'antigène X, le produit chimique X. Alors, la méthode aussi améliorée de la technique d'immunohistochimie qui est très utilisée en ce moment, c'est ce qu'on appelle la méthode avidine-biotine complexe ou le complexe ABC, avidine-biotine complexe, donc la méthode ABC. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est la même cascade de réactions, mais en fait, il s'est avéré que plus on amplifie la cascade des réactions, plus on introduit des molécules, d'autres molécules, eh bien, ça va amplifier encore la réaction et j'aurai une réaction beaucoup plus importante au niveau de la coupe de tissu. Donc, au lieu d'avoir une réaction peut-être à 1 degré 10 d'apparence sous microscope, là, j'aurai une réaction de degré 10 fois plus, multiplié par 100, c'est-à-dire 100 fois plus concentré. Ça veut dire j'aurai une réaction beaucoup plus colorée, plus contrastée. Donc, j'aurai un contraste qui est meilleur. Et plus le contraste s'améliore, plus je vais utiliser ces anticorps à des concentrations faibles. Donc, je vais pas gaspiller beaucoup d'anticorps. D'accord? Là, par exemple, il faut peut-être utiliser l'anticorps primaire à une concentration au 1 millième, c'est-à-dire 1 microlitre pour 1 millilitre de la solution d'anticorps. Là, je vais peut-être l'utiliser au 1 dix millième, c'est-à-dire je vais prendre
1 microlitre de l'anticorps pour l'utiliser en solution pour traiter mes coupes et donc je dilue dans 10 millilitres. Donc là, je vais faire des économies des anticorps parce qu'il faut savoir que les anticorps, c'est quelque chose de très très cher, qui coûte cher. Donc, bien sûr, celui qui l'utilise au laboratoire pour faire sa réaction immunohistochimique, il faut essayer de gérer ça pour gaspiller le moins. Donc, le mieux, c'est d'utiliser ces cascades de réactions. Alors, donc, cette méthode David Biotin complexe qui est très utilisée, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les étapes, c'est comme tout à l'heure, j'applique l'anticorps primaire, étape 1, j'applique l'anticorps secondaire, étape 2, mais cette fois-ci, au lieu de marquer l'anticorps secondaire directement avec l'enzyme, et bien sur cet anticorps, je vais accrocher une molécule chimique, la biotine, qui est en fait une vitamine. J'accroche la biotine à l'anticorps secondaire. Et en troisième étape, je vais appliquer une molécule d'avidine qui est une grosse protéine, une glycoprotéine. L'avidine, c'est une glycoprotéine, une grosse protéine qui possède en fait 4 sites de liaison de la biotine, de cette vitamine. D'accord? Donc, en troisième étape, je fixe l'avidine et l'avidine, c'est elle que je marque par l'enzyme l'HRP. D'accord? Donc, voyez, là, j'ai amplifié la réaction, j'ai introduit des intermédiaires entre l'enzyme HRP et l'anticorps secondaire. Et ça va m'amplifier encore la réaction qui va apparaître au niveau de la cellule, donc au niveau de l'antigène cellulaire. D'accord? Donc, la troisième étape, je vais appliquer l'avidine marquée à la peroxydase. Et l'avidine, bien sûr, dès qu'elle rencontre la biotine, qui est fixée à l'anticorps, elle va s'y fixer. Et j'aurai un dépôt donc de tout ça au niveau de l'antigène. Alors il y a une variante de cette méthode d'avidine-biotine qui peut se faire en 4 étapes. Donc l'anticorps primaire, première étape. L'application de l'anticorps secondaire biotinylé en deuxième étape. J'applique l'avidine toute seule en troisième étape. Et j'applique une biotine marquée à la l'HRP, à l'enzyme. Voyez? Donc là, la biotine, elle est utilisée 2 fois. La biotine accrochée à l'anticorps et la biotine libre, puisque vous voyez, la vidine, elle a plusieurs sites, 4 sites de liaison de la biotine. Donc les deux peuvent se fixer aisément et j'aurai un dépôt, donc de l'HRP et de ces molécules à l'endroit où il y a l'antigène. Donc ce qu'on appelle les marquages à la vidine biotine. Et là, vous voyez, la particularité, c'est que l'anticorps secondaire est couplé à la biotine, donc c'est un anticorps secondaire dit biotinylé. Alors, je résume ce que je viens de dire. Il s'agit d'une méthode basée sur la très haute affinité d'une glycoprotéine, la vidine, pour une vitamine, la biotine, sachant que la vidine présente 4 sites de liaison pour la biotine, comme je viens de le décrire. Alors, l'avantage ou les avantages de cette méthode, comme je vous l'ai dit, c'est une sensibilité supérieure à celle des autres méthodes indirectes. Pourquoi une sensibilité technique qui est dite très sensible? C'est-à-dire, alors, quand on parle de sensibilité, on raisonne en termes de quantité d'anticorps que je vais utiliser. Donc, une technique très sensible, c'est une technique qui ne nécessite pas une grande concentration de ces composés chimiques. Donc, une moindre consommation d'anticorps primaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, j'aurai aussi quelque chose de très propre, une réaction très, très ciblée, très propre. Il n'y a pas de bruit de fond, il n'y a pas de coloration à côté. Il n'y a que la cellule qui concentre l'antigène qui va être très bien marqué. Donc, un bruit de fond qui est beaucoup moins important. Et bien sûr, tous ces réactifs dont je viens de parler, ce complexe avidine complexe, c'est des réactifs qui sont stables à 4 degrés. Donc, je peux les conserver dans un frigo. Je n'ai pas besoin de les congeler. Voilà, donc elle a beaucoup d'avantages. Donc, retenez bien que la méthode avidine-biotine, c'est la technique, ou le complexe avidine-biotine, c'est la technique d'immunoréaction la plus utilisée en immunocytochimie. Alors voilà, pour donc ces modes de révélation de la réaction immunohistochimique. Alors là, on va regarder de près carrément le protocole technique, comment on procède au laboratoire quelles sont les étapes de cette procédure
de cette réaction immunoenzymatique qui utilise donc par exemple l'HRP, la peroxydase, pour la révélation de la réaction immunocytochimique. Euh, alors voilà, donc ça reprend à peu près tout ce que je viens de dire depuis le départ. Donc comment on procède? On commence d'abord par la fixation du tissu. On a dit qu'il faut réaliser les coupes. Et pour réaliser les coupes, il faut d'abord fixer le tissu. Alors le fixer, c'est-à-dire le rendre dur et rigide pour pouvoir le débiter en coupe. Donc je vais fixer le tissu en utilisant quoi? En utilisant ce qu'on appelle des aldéhydes. Alors ça peut être le paraformaldéhyde, ça peut être le glutardéhyde ou ça peut être un mélange des deux. Donc c'est des composés chimiques qui vont durcir, rigidifier le tissu. Alors le tissu, une fois rigide, je vais pouvoir le couper. Donc je vais confectionner des coupes. Alors je vais réaliser des coupes de quelques microns ou de quelques dizaines de microns. Et pour cela, on peut utiliser deux types d'appareils à coupe, de machines à coupe. Ce qu'on appelle le microtome à congélation, qu'on appelle le cryostat, qui va me réaliser des coupes d'une dizaine de micromètres. D'accord? Et bien sûr, ces coupes, ils vont être montées sur lame. Ou alors, je peux utiliser des tranches un petit peu plus grosses, de l'ordre de quelques dizaines de microns, de l'ordre de 40 à 50, 60 micromètres. Et c'est des coupes que je vais récupérer dans des petits flacons, d'accord, dans des bacs à puits. Et ces tranches, en fait, elles sont réalisées par un autre type de microtome vibrant qu'on appelle le vibrateur. Donc, sachez que on peut réaliser soit des coupes fixées sur l'âme, c'est des coupes de l'ordre de dizaines de microns, ou alors des coupes flottantes à l'aide d'un vibrateur. Alors voilà, j'ai mes coupes préparées. Ensuite, je vais réaliser ma réaction immunocytochimique. Alors, je peux directement aller incuber avec mes anticorps spécifiques de l'antigène à détecter, ou alors je peux faire une étape supplémentaire avant cette étape, ce qu'on appelle le pré-traitement des coupes. Alors, c'est une étape pour essayer d'améliorer la pénétration de l'anticorps dans la coupe, parce que la coupe de tissu, la coupe de tissu, c'est une épaisseur de 10 voire 60 microns, c'est une épaisseur. Et quand j'applique la solution d'anticorps, quand j'applique la solution d'anticorps sur ma coupe de tissu, l'anticorps, il va pénétrer, mettons, sur 1 micron. D'accord? Alors, pour améliorer la pénétration de l'anticorps sur, mettons, 2-3 microns, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une perméabilisation membranaire en se servant d'un détergent, une espèce de solution savonnée pour, en fait, perforer les membranes et aider l'anticorps à pénétrer le plus en profondeur dans la coupe de tissu. Je peux aussi utiliser des sérums non humains pour saturer tous les sites non spécifiques. Voilà. Alors ensuite, je fais ma réaction immunohistochimique, c'est-à-dire sur ma coupe de tissu, la lame, je vais incuber avec l'anticorps primaire spécifique de l'antigène à détecter. Je laisse incuber un certain temps, euh, mettons une nuit. Après, je reviens le lendemain. Je vais incuber avec l'anticorps secondaire marqué à la peroxydase. Et ensuite, je vais faire détecter, puisqu'on a dit que la peroxydase n'a pas de couleur, je vais détecter l'activité enzymatique en mettant le chromogène de l'enzyme et l'oxygéner pour qu'il y ait le précipité s'il trouve la peroxydase. Ensuite, je déshydrate la coupe et je l'observe au microscope. Alors, il y a une étape qui est très importante entre ces incubations, donc entre l'anticorps primaire secondaire et la détection d'activité enzymatique. Alors, il y a quelque chose de très important qu'il faut réaliser, c'est ce qu'on appelle les rinçages. Pourquoi les rinçages? Donc là, j'incube avec une solution. Il faut savoir que la coupe, je vais la traiter avec une solution qui contient des anticorps primaires. Et cette solution, il y a toujours de l'anticorps en excès. Donc, il y a une partie de ces anticorps pendant l'incubation, il y a une partie de ces anticorps qui vont se fixer sur la coupe. Et d'autres anticorps, ils ne vont pas se fixer sur la coupe. Ils ne vont pas que je les laisse, ils vont me fausser la réaction. Donc, il faut que je les rince, que je les balaye. Pour cela, je vais utiliser des solutions tamponnées physiologiques pour balayer tous les anticorps qui n'ont pas été fixés. D'accord? Donc, le rinçage est très important. Ensuite, je vais pouvoir incuber avec un anticorps secondaire, bien sûr, pour qu'il aille se fixer sur les anticorps primaires qui sont fixés à la coupe
de tissu. Donc, je fais mon incubation dans l'anticorps secondaire marqué à la peroxydase. Ensuite, donc là aussi, je laisse un certain temps et après, il faut encore rincer parce qu'il y a toujours l'anticorps secondaire qui va rester en suspension sur la coupe. Donc, je vais rincer. Il faut bien rincer, 3 rinçages. Et ensuite, je détecte l'activité. Donc, je mets le chromogène et l'oxygéné. Je rince encore. Donc, à chaque fois, je dois enlever tout l'excès qui n'a pas été, pardon, je reviens. Voilà. Donc, j'applique l'anticorps primaire, une partie se fixe, une partie ne se fixe pas, je l'enlève par le rinçage. Après, j'applique l'anticorps secondaire, une partie va se fixer, une partie va rester, puisqu'il est en excès, il faut le rincer. Et après, j'applique donc ma troisième étape, c'est-à-dire le chromogène de l'enzyme. Et à chaque fois, donc, il faut faire des rinçages. Après la déshydratation, et je monte la coupe pour l'observer au microscope. Alors, je veux juste revenir sur l'utilité de la fixation. Comme je vous l'ai dit, la fixation, elle a pour objectif de préserver les structures des tissus pour qu'elles ne soient pas endommagées. Donc, ça durcit le tissu et il n'est pas endommageable lorsque je l'utilise. Je procède au bain et aux coupes. Et ça permet également d'immobiliser in situ les antigènes. Donc, ça veut dire que les antigènes ils vont être immobilisés dans les cellules où ils sont produits afin qu'ils ne soient pas élués, afin qu'ils ne soient pas débarrassés par les différents bains réactionnels que je vais effectuer. Donc, l'étape fixation, elle est très importante. D'une part, ça préserve la structure du tissu pour qu'elle ne soit pas endommagée. Ça immobilise les antigènes, ça immobilise ces antigènes pour qu'ils ne soient pas, pour qu'ils ne partent pas, pour qu'ils restent vraiment fixes à l'endroit où ils sont produits par les différents bains réactionnels. Alors, comme je vous l'ai dit, donc on a parlé de l'incubation. Alors, les différentes incubations, donc on ne va pas utiliser les anticorps concentrés sous forme de sérum, mais il faut les diluer parce qu'il y en a toujours en excès. Et on les dilue donc à des concentrations quand même faibles, donc c'est des grosses dilutions qu'on réalise. Et bien sûr, il faut les diluer dans même les rinçages, ça se réalise dans des solutions physiologiques tamponnées. C'est ce qu'on appelle le tampon. Donc l'incubation, les incubations des coupes, les incubations dans les différents types d'anticorps et les dilutions des anticorps se font dans ce qu'on appelle du tampon, donc une solution tamponnée qui peut être soit ce qu'on appelle le PBS, le phosphate, le tampon phosphate salin, donc en anglais phosphate buffer saline, ou dans un tampon TRIS. Donc c'est des substances tamponnées en termes physiologiques, en termes de salinité, de pH, etc. Alors, je reviens donc, comment on détecte l'activité enzymatique. La HRP, on a dit que la révélation de l'activité peroxydasique et donc de l'antigène recherché utilise comme substrat, donc il faut utiliser un substrat chromogénique qui s'oxyde par l'enzyme peroxydase. Et là, je peux utiliser, j'ai cité plusieurs exemples. Je reviens donc sur 3 exemples que vous verrez dans les applications de la technique. Eh bien, je peux utiliser comme substrat chromogénique la DAB, 3'-diaminoxidine, dont l'oxydation par l'enzyme va me donner un précipité brun-marron. Ce précipité, je peux même l'intensifier. Donc, cette réaction DAB, je peux l'intensifier en utilisant un autre composé chimique qui est le nickel ammonium sulfate. Et au lieu d'avoir un précipité brun-marron, on aura un précipité violet. Et vous verrez des exemples. Ensuite, je peux aussi utiliser le substrat chromogénique aminoéthylcarbazole, l'AEC, dont donc l'oxydation par l'enzyme va me donner un précipité rouge, ou je peux utiliser le 4-chloro-1-naphthol, dont l'oxydation par l'enzyme va me donner un précipité bleu. Alors, mais attention, lorsque j'utilise ce chromogène, il faut savoir que ce produit oxydé du 4-chloronaphthol, il est soluble dans l'alcool. Donc, comme après, je vous ai dit qu'en fin de réaction, il faut déshydrater les coupes et les monter pour les observer. Lorsque j'utilise le chloronaphthol, il ne faut pas déshydrater parce que le chloronaphthol, il est soluble dans l'alcool. D'accord? Mais vous verrez l'utilité de ce chloronaphthol quand est-ce qu'on a recours à ce substrat chromogénique. Alors ensuite, bien sûr, j'ai une réaction qui apparaît sur ma coupe de tissu. Cette réaction, je vais l'utiliser, je vais l'observer sous microscope. Donc, on va faire ce qu'on appelle de l'analyse d'image en microscopie optique.
ce qu'on appelle l'imagerie cellulaire. Donc, mes coupes que j'aurais déshydratées, donc qui ont subi la réaction immunohistochimique, qui ont été déshydratées ou non, si j'ai utilisé le chloronaphtol, ces coupes sont montées sur l'âme avec un milieu de montage que vous avez vu certainement en histologie. Je peux utiliser des milieux de montage comme le kit de Mantelon et après j'observe au microscope électronique et ma lame, je peux la conserver très longtemps et je travaille dessus. Après donc cette lame, donc ma préparation immunohistochimique, elle contient des informations que je peux étudier, qu'il est utile d'analyser et de mesurer sous microscope. Donc généralement on se sert de ce qu'on appelle des postes d'imagerie cellulaire ou des postes d'analyse d'image. Donc c'est quoi un poste d'analyse d'image, un poste d'imagerie cellulaire? J'ai un microscope, d'accord? Donc dans lequel je vais placer ma lame qui contient ma réaction immunohistochimique que je vais observer. Alors ce microscope, il est muni d'une caméra, cette caméra qui le relie à un écran d'ordinateur, d'accord? Et je vais pouvoir visualiser la lame sur un écran d'ordinateur et vous voyez ici des cellules qui concentrent un précipité de la réaction immunocytochimique de la peroxydase et vous voyez, donc je peux voir d'abord s'il y a une réaction, s'il y a un précipité, je peux même compter le nombre d'éléments qui sont marqués, je peux donc quantifier et je peux même mesurer grâce à des logiciels, bien sûr, mesurer la dimension des cellules marquées pour voir s'il s'agit d'une seule population cellulaire ou de la même population de taille comparable ou de taille différente, d'emplacement différent, etc. Donc après, je vais faire une étude d'analyse d'images sur écran d'ordinateur. Alors, au fait, donc je peux faire une seule réaction immunocytochimique, c'est-à-dire je détecte un antigène qui est contenu dans une coupe de tissu. Mais il faut savoir que par la suite, on a eu recours à cette technique pour détecter non pas un seul antigène, mais on peut détecter par exemple deux, trois ou plus d'antigènes dans une cellule, dans une coupe de tissu. Alors pourquoi, dans quel but fonctionnel? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les marquages immunocytochimiques multiples, par exemple la double immunocytochimie, c'est-à-dire que j'utilise deux anticorps différents pour détecter deux antigènes différents, 1 et 2. Alors, quelle est l'utilité de ces marquages multiples? Ça permet de détecter simultanément, donc je détecte en même temps, deux, deux antigènes, donc on parle de immunocytochimie, ou de plusieurs antigènes. Pourquoi? C'est pour voir pour décrire la relation spatiale entre ces antigènes. Est-ce que ces antigènes sont dans la même cellule ou ils sont dans deux cellules différentes? D'accord? Donc ça permet de faire une étude, une description de la relation spatiale de ces antigènes. Et vous verrez bien sûr les applications à ce sujet. Donc ces marquages multiples renseignent en particulier sur ce qu'on appelle les colocalisations, c'est-à-dire si les deux antigènes sont co-exprimés, sont colocalisés, localisés tous les deux dans la même cellule, s'ils sont colocalisés, et s'ils sont colocalisés dans une cellule, ils ne sont pas colocalisés pour le plaisir. Certainement, cette colocalisation morphologique, elle cache derrière une interaction fonctionnelle intracellulaire entre ces deux antigènes. Donc, l'utilité des marquages multiples, c'est de voir s'il y a des interactions intracellulaires entre deux composés chimiques ou plus, c'est-à-dire voir s'ils sont colocalisés. S'ils sont dans la même cellule, c'est qu'ils y sont pour une interaction fonctionnelle qu'il faut décrire par la suite. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est des techniques qui sont qualifiées de morpho-fonctionnelles parce qu'à partir d'une image sous microscope, de la morphologie, je peux tirer des informations fonctionnelles sur ces composés chimiques. Donc, on peut éventuellement voir s'il y a une colocalisation intracellulaire de deux ou plusieurs antigènes dans une même coupe de tissu. Alors, comment on peut procéder? Quels sont les procédés de ces marquages multiples? Je vais parler, bien sûr, je vais me limiter à la double immunohistochimie pour vous simplifier les choses. Donc, il y a trois procédés. Le premier procédé, c'est la surcoupe serrée. Comment je réalise? Donc, techniquement, eh bien, je vais réaliser ce qu'on appelle des coupes serrées. Alors, des coupes serrées, c'est-à-dire, c'est des coupes successives. Je vais faire une première coupe, mettant de 2-3 microns, et je vais faire ensuite la coupe suivante de 2 ou 3 microns. J'ai deux coupes successives, d'accord?
Et après, je vais marquer chaque coupe avec je vais faire donc ma réaction immunohistochimique sur chaque coupe avec un antigène. Donc là, j'aurai par exemple dans cette cellule détecté l'antigène 1. Sur la coupe successive, je vais peut-être détecter l'antigène 2 dans la même cellule. Alors vous allez me dire, c'est deux coupes différentes. Comment j'aurai la même cellule? Eh bien, effectivement, il faut savoir que la cellule, c'est un volume, c'est un volume d'un minimum de 10 microns par cellule, d'accord? Ça peut aller de 10 à la centaine de microns. Lorsque je réalise une coupe de 2 microns, sur la coupe suivante, j'aurai forcément la même cellule, puisque la cellule, elle a une épaisseur, elle a une taille plus importante. Donc, je peux retrouver sur quelques coupes successives la même cellule. Donc, ensuite, je vais marquer, donc je réalise mes coupes, je marque chaque coupe avec un anticorps primaire différent. Ces anticorps primaires peuvent être visualisés, bien sûr, au moyen du même traceur, puisque je travaille sur deux coupes différentes, sur deux lames différentes. Et après, je vais photographier les mêmes régions sur chaque coupe et je vais comparer les résultats. Je vais pouvoir voir déjà d'après la morphologie de la cellule, je vais voir si elle contient euh, un seul antigène ou elle réagit aux deux anticorps. Donc, si elle contient l'antigène 1 et l'antigène 2, ça veut dire que dans la même cellule, il y a la colocalisation de l'antigène 1 et l'antigène 2. Et bien sûr, si je ne trouve pas dans cette cellule les deux, je peux dire qu'il n'y a pas de colocalisation, donc il n'y a pas d'interaction intracellulaire entre les deux antigènes. Donc là, le premier procédé, c'est sur deux coupes successives, sur des coupes sériées de faible épaisseur, de quelques microns, de manière à ce que je retrouve la même cellule sur quelques coupes sériées, quelques coupes successives. Le deuxième procédé, je peux travailler, donc je peux faire une histochimie sur la même coupe. Donc au lieu de travailler sur coupe successive, là je peux travailler sur la même coupe. Et là, la coupe peut être un peu plus épaisse, elle peut être de 20, 30, 40, 60 microns, il n'y a pas de problème. Donc je vais traiter la même coupe euh, avec, euh, avec des anticorps. La différence, tout à l'heure, je peux utiliser le même traceur puisque c'est deux coupes différentes. Là, il faut utiliser deux traceurs différents pour les distinguer sur la même coupe. Donc, traiter une même coupe avec des anticorps couplés à des marqueurs ou des révélateurs de couleurs différentes. Par exemple, je peux utiliser les marqueurs fluorescents, le phi-TC vert et le tri-TC rouge. Ou je peux utiliser des révélateurs d'aspects différents. Par exemple, je peux utiliser l'HRP qui me donne un précipité noir au microscope électronique et je peux utiliser pour le deuxième antigène comme révélateur leur colloïdal qui apparaît sous forme de grains noirs dans aux électrons. Donc, il suffit d'utiliser donc deux révélateurs différents qui sont faciles à distinguer les uns des autres sous microscope, soit optique, soit électronique. D'accord? Donc, je vais traiter ma coupe avec les deux anticorps. Je peux d'ailleurs je peux faire une première réaction sur la coupe et après je fais une deuxième réaction et j'observe si les deux réactions apparaissent, si les deux précipités sont dans la même cellule. S'ils sont dans la même cellule, ça veut dire que la cellule contient l'antigène 1 et contient l'antigène 2. Donc il y a une colocalisation intracellulaire de l'antigène 1 et de l'antigène 2, donc une co-expression. Là, c'est un procédé sur la même coupe de tissu. Le troisième et dernier procédé dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle le marquage avec élution séquentielle sur la même coupe. C'est-à-dire que je vais faire un premier marquage, je prends une photo pour prendre en photo la première immunoréaction, j'enlève la première réaction, je vais faire une élution, c'est pour ça qu'on parle d'élution, je vais effacer la première réaction, c'est ce qu'on appelle l'élution. Après, je fais un deuxième marquage, une deuxième immunoréaction avec un anticorps second, avec un anticorps 2. Là, c'était un anticorps 1 pour détecter un antigène 1. Là, c'est un anticorps 2 pour détecter un antigène 2. Je reprends, je prends encore des photos et je vais comparer les photos ici avec les photos issues du premier marquage et je vais voir si j'ai la même cellule qui contient si elle exprime les deux antigènes ou pas. Donc, vous avez le protocole ici résumé. Donc, réaliser le marquage d'un premier antigène, c'est le premier marquage. Donc, je vais faire la réaction dont on a parlé. Je vais appliquer un anticorps primaire,
puis un anticorps secondaire marqué directement ou indirectement avec un système de visualisation, par exemple l'enzyme HRP, et je vais utiliser justement un chromogène de l'enzyme qui est le 4-chloronaphthol, qui est, comme on a dit, qui est en fait soluble dans l'alcool. Pardon, je reviens. Alors, je fais donc mon premier marquage, le premier antigène, en me servant de l'enzyme HRP comme marqueur et de son substrat chromogénique, le 4-chloronaphthol. D'accord? Je vais photographier le résultat. Ensuite, je vais éliminer, c'est-à-dire éluer, c'est l'élution, éluer le marquage par un traitement approprié. Alors, je vous ai dit, par exemple, le 4-chloronaphthol, il est soluble dans l'alcool. Donc, il suffit de dissoudre ce précipité du chloronaphthol, du chromogène de l'HRP, avec, par exemple, avec l'alcool. Donc, je vais passer ma lame, ma coupe de tissu, ma lame, dans une solution d'alcool et le chloronaphthol, il s'en va. Donc, après, je n'aurai plus de marqueur. D'accord? Mais là, bien sûr, il faut avoir photographié. Donc, j'ai la photo des cellules qui ont réagi avec l'anticorps primaire. Ensuite, je fais mon deuxième marquage avec un système de visualisation utilisant le chromogène que je veux. Là, il n'y a pas de problème. Je peux utiliser la DAB, je peux utiliser le chloronaphthol, l'éthylcarbazole, pas de problème. Je prends la photo et après, je vais comparer la première et la deuxième photo pour voir si la même cellule exprime l'antigène 1 et exprime l'antigène 2. D'accord? Donc, comparer les photos de la première et de la deuxième réaction. Bien sûr, pour voir s'il y a une colocalisation des deux antigènes dans la même cellule. Alors, et pour finir cette séquence, donc on a parlé de la technique d'immunocytochimie. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres variantes de cette technique d'immunocytochimie et qui ont une analogie, donc qui présentent une analogie avec elle, avec cette immunocytochimie. Ces techniques qui sont la technique d'ELISA et la technique du Western blot. Alors, vous avez ici schématiquement, vous montrer un petit peu quand même, parce que vous risquez d'aller faire souvent des étudiants d'entre vous vont faire des stages dans des laboratoires d'analyse médicale, dans des labos d'anapath, et bien pour faire la distinction, pour être quand même, faire la distinction entre une immunohistochimie, un ELISA et un Western blot. D'accord? Donc, la technique d'immunocytochimie, vous connaissez maintenant le principe. Donc, elle se réalise sur une coupe histologique. Donc, c'est des coupes comme les coupes que vous avez vues donc en histologie, en cours d'histologie, en TP d'histologie. Et dans d'autres TP, vous savez maintenant ce que c'est qu'une coupe histologique. Donc, une coupe de tissu montée sur une lame, c'est ça. Donc, l'immunohistochimie, vous voyez, son avantage, c'est qu'elle se réalise sur une coupe de tissu et ça va me permettre de détecter l'antigène à l'endroit dans la cellule où il est produit. Alors, la différence par rapport à la technique d'ELISA, c'est le même principe, mais au lieu d'utiliser une coupe de tissu, j'utilise une plaque de polystyrène sur laquelle j'accroche un antigène issu d'un liquide biologique, par exemple d'un sérum issu du liquide céphalorachidien, de tous les liquides biologiques de notre organisme dans lesquels on veut détecter un antigène particulier. D'accord? Donc là, je vais utiliser un support solide, une plaque de polystyrène sur laquelle j'aurai accroché l'antigène issu de mon liquide biologique. Donc ça, et après, je fais ma réaction d'immunomarquage comme pour l'immunocytochimie. D'accord? Mais là, je vais détecter la présence d'un antigène dans un liquide biologique, antigène que je vais accrocher sur une plaque de polystyrène. La troisième variante dans ces techniques d'immunomarquage, c'est la technique du Western blot. Alors là, c'est une technique qui se réalise donc sur une feuille de nitrocellulose sur laquelle j'aurai accroché mon antigène. Donc cet antigène qui est issu d'un broyat tissulaire. Donc là, c'est le tissu, vous voyez là, j'utilise le tissu intact. Les cellules comme in situ, comme elles sont dans la coupe de tissu, dans leur structure,
dans leur topographie. Là, je vais réaliser un broyé tissulaire. Donc, vous savez ce que c'est qu'un broyé tissulaire. Je vais prendre un bout de tissu, je l'écrase avec un mortier. J'en prépare un extrait, d'accord? Et cet extrait, bien sûr, c'est pour, en fait, le Western blot, c'est pour détecter, en fait, par immunomarquage les protéines. Donc, après, je vais me servir je vais réaliser des électrophorèses pour faire migrer les protéines sur gel. Après, je transfère les protéines, ça vous le savez, les électrophorèses. Après, je transfère les protéines sur une feuille de nitrocellulose et c'est sur la feuille que je vais réaliser ma réaction immunocytochimique. Donc, l'antigène, la protéine, elle est fixée sur la feuille et après, je vais utiliser des anticorps spécifiques, antiprotéines. Si l'anticorps trouve la protéine spécifique, il va s'y fixer. Donc, voilà pour les variantes de cette technique d'immunocytochimie. Euh, alors, par la suite, donc, on va s'arrêter là pour l'immunocytochimie. Je vais parler dans la séquence suivante de la technique d'hybridation in situ.